Bonjour, une nouvelle de Sherlock Holmes, l'escarboucle bleue. J'étais venu rendre visite à mon ami Sherlock Holmes le surlendemain de Noël avec l'intention de lui présenter ce matin-là les souhaits de saison. Il paraissait sur le canapé vêtu d'une robe de chambre pourpre, un râtelier à pipe à proximité sur sa droite et une pile de journaux du matin froissés qui venaient visiblement d'être étudiés à portée de main. À côté du divan se trouvait une chaise en bois, et à l'angle du dossier était suspendu un chapeau melon de feutre râpé miteux, très usé et craquelé en plusieurs endroits. Une loupe et un forceps posés sur le siège semblaient indiquer que le chapeau avait été placé de la sorte pour être examiné. « Vous êtes occupé, dis-je. Peut-être que je vous interromps ?»« Pas du tout. Je suis heureux d'avoir un ami avec qui discuter de mes résultats. Le problème est particulièrement banal. » Il pointa son pouce en direction du chapeau, mais certains détails qui y sont associés ne sont pas entièrement dépourvus d'intérêt et s'avèrent même instructifs. Je m'assis dans son fauteuil et me chauffai les mains devant le feu qui crépitait, car il s'était mis à geler à pierre fendre et les fenêtres étaient couvertes de cristaux de glace. Je suppose, observai-je, qu'avec l'air peu engageant qu'elle a, cette chose est liée à une histoire terrible et qu'elle est l'indice qui vous mènera à la solution de quelque mystère et au châtiment d'un crime. Non, non, pas de crime, dit Sherlock Holmes en riant. Juste l'un de ces petits incidents étranges qui surviennent lorsque 4 millions d'êtres humains se bousculent dans un espace de quelques kilomètres carrés. Parmi les actions et les réactions d'un grouillement humain aussi dense, on peut s'attendre à ce que surviennent toutes les combinaisons possibles d'événements et de nombreux petits problèmes potentiellement étonnants et bizarres sans être délictueux peuvent se présenter. Nous en avons déjà rencontré de tels. À tel point remarquai-je que sur les 6 dernières affaires que j'ai ajoutées à mes notes, 3 étaient entièrement dénuées de tout crime à caractère judiciaire. Tout à fait. Vous faites allusion à ma tentative pour récupérer les documents d'Irene Adler, au cas singulier de mademoiselle Mary Sutherland et à l'aventure de l'homme à la lèvre tordue. Et je n'ai aucun doute sur le fait que ce petit problème échouera dans la même innocente catégorie. Vous connaissez Peterson, le commissionnaire ? Oui. C'est à lui que ce trophée appartient. C'est son chapeau ? Non, non, il l'a trouvé. Son propriétaire est inconnu. Je vous prie de l'examiner, non comme un vieux melon cabossé, mais comme un problème intellectuel. Et en premier lieu, la manière dont il a atterri ici. Il est arrivé le matin du jour de Noël, en compagnie d'une bonne oie bien grasse qui est, j'en suis sûr, en train de rôtir devant la cheminée de Peterson. Voici les faits. Vers 4 heures du matin, le jour de Noël, Peterson, qui, comme vous le savez, est un type très honnête, revenait de quelques petites réjouissances et marchait en direction de chez lui le long de Tottenham Court Road. Il aperçut en face de lui, à la lumière d'un bec de gaz, un homme grand qui marchait en titubant légèrement et qui portait une oie blanche sur l'épaule. En arrivant à l'angle de Goodge Street, une dispute éclata entre cet inconnu et un petit groupe de voyous. L'un d'entre eux fit tomber le chapeau de l'homme, sur quoi l'homme leva sa canne pour se défendre et en le balançant au-dessus de sa tête fracassa la vitre du magasin qui se trouvait derrière lui. Peterson s'était rué pour protéger l'inconnu de ses assaillants, mais l'homme, horrifié d'avoir cassé la vitre et découvrant quelqu'un en uniforme et d'aspect officiel, lâcha son oie, se sauva et disparut dans le labyrinthe des petites rues qui se trouvent à l'arrière de Tottenham Court Road. Les voyous s'étaient également envolés en voyant Peterson, et il fut donc laissé en possession du champ de bataille et des trophées de la victoire, sous la forme de ce chapeau cabossé et d'une oie absolument irréprochable. Qu'il a certainement rendu à leur propriétaire ? Mon cher ami, c'est là que réside le problème. Il est vrai qu'il était écrit « Pour Madame Henry Baker » sur une petite carte attachée à la patte gauche de l'oie, et il est également vrai qu'on peut lire les initiales HB sur la doublure de ce chapeau. Mais comme il y a dans notre bonne ville quelques milliers de Baker et quelques centaines de Henry Baker, il n'est pas aisé de restituer un objet égaré à l'un d'entre eux. Et qu'a fait Peterson en fin de compte ? Il m'a directement apporté le chapeau et l'oie le matin du jour de Noël, sachant que même les plus petits problèmes m'intéressent. Nous avons gardé l'oie jusqu'à ce matin, où elle a commencé à présenter des signes indiquant qu'en dépit du léger gel, il serait bien qu'elle soit mangée sans tarder. Celui qui l'a découverte l'a par conséquent emportée pour accomplir l'inéluctable destin d'une oie, tandis que j'ai conservé le chapeau de l'inconnu qui a perdu son repas de Noël. Il n'a pas passé d'annonce ? Non. Alors quel indice possédez-vous concernant son identité ? Seulement ce que nous pouvons déduire. De son chapeau ? Exactement. Mais vous plaisantez ? Que pouvez-vous en apprendre de ce vieux feutre cabossé ? Voici ma loupe, vous connaissez mes méthodes. Vous-même, que pouvez-vous apprendre de la personnalité de l'homme qui a porté cet article ?
Je pris l'objet miteux entre mes mains et l'examinai sans enthousiasme. C'était un chapeau noir très ordinaire, de la forme ronde habituelle, rigide et extrêmement usé. La doublure de soie avait été rouge, mais était très décolorée. Il n'y avait pas de nom de fabricant, mais comme Holmes l'avait remarqué, les initiales HB étaient griffonnées sur un côté. Le bord était percé pour laisser passer une lanière, mais l'élastique avait disparu. Pour le reste, il était craquelé, excessivement poussiéreux et souillé en plusieurs endroits, bien qu'il semblât avoir subi quelques tentatives pour cacher les taches décolorées en les barbouillant avec de l'encre. « Je ne vois rien, dis-je en le rendant à mon ami. « Au contraire, Watson, vous pouvez tout y voir. Vous ne parvenez cependant pas à raisonner à partir de ce que vous voyez. Vous êtes trop timoré dans vos conclusions. Alors dites-moi, s'il vous plaît, ce que vous pouvez déduire de ce chapeau. » Il le saisit et le regarda de cette manière étrange et introspective qui lui était propre. « Il est peut-être moins évocateur qu'il ne l'a été, observa-t-il, et pourtant il y a quelques détails qui apparaissent très nettement, et quelques autres qui présentent au moins une bonne dose de probabilité. Que l'homme soit quelqu'un d'éminemment intellectuel apparaît bien évidemment au premier coup d'œil, tout comme le fait qu'il était plutôt à l'aise ces 3 dernières années, bien qu'il traverse actuellement une très mauvaise passe. Il était prévoyant, bien qu'il le soit moins dorénavant, ce qui indique une régression morale qui, associée à son revers de fortune, semble évoquer quelque influence maligne, la boisson probablement, qui agit sur lui. Ceci peut expliquer aussi le fait évident que sa femme a cessé de l'aimer. Mon cher Holmes, il a toutefois conservé un certain amour-propre, continua-t-il sans prêter attention à ma protestation. C'est un homme qui mène une vie sédentaire, sort peu, est totalement hors de forme, d'âge moyen, avec des cheveux grisonnants qu'il a fait couper ces derniers jours et qui l'enduit de crème capillaire. Ce sont les faits les plus évidents qui peuvent être déduits de ce chapeau. De même, entre parenthèses, qu'il est fort improbable que le gaz soit installé chez lui. Vous plaisantez sans doute, Holmes. Pas le moins du monde. Est-il possible que même maintenant que je vous ai communiqué ces résultats, vous ne puissiez pas voir comment ils ont été obtenus? Je sais bien que je suis stupide, mais je dois avouer que je suis incapable de vous suivre. Par exemple, comment avez-vous réussi à savoir que cet homme était un intellectuel? En réponse, Holmes enfonça le chapeau sur sa tête. Il passa devant son front et s'arrêta sur l'arête de son nez. C'est une question de volume, dit-il. Un homme avec un cerveau aussi gros doit avoir quelque chose dedans. Et ses revers de fortune. Ce chapeau a 3 ans. Ses bords plats sur le côté sont apparus à cette époque. C'est un chapeau de la meilleure qualité qui soit. Regardez la bande de soie plissée et la doublure d'excellente qualité. Si cet homme a pu s'offrir un chapeau aussi coûteux il y a 3 ans et n'en a pas eu d'autre depuis, alors il est assurément descendu sur l'échelle sociale. Bon, c'est assez clair évidemment, mais qu'en est-il de la prévoyance et de la régression morale? Sherlock Holmes se mit à rire. Voici pour la prévoyance, dit-il en pointant du doigt le petit disque et la boucle de la jugulaire. Ils ne sont jamais vendus avec le chapeau. Si cet homme en a commandé, c'est le signe d'un certain degré de prévoyance, car il a pris soin de prendre cette précaution contre le vent. Mais comme nous voyons qu'il a rompu l'élastique, il n'a pas pris la peine de le remplacer. Il est évident qu'il est moins aujourd'hui qu'il ne l'a été, ce qui est la preuve patente d'un tempérament qui se dégrade. D'un autre côté, il a entrepris de dissimuler certaines détaches sur le feutre en les barbouillant d'encre, ce qui montre qu'il n'a pas entièrement perdu toute estime de lui-même. Pas de doute, votre raisonnement est plausible. Les autres points, qu'il est d'âge moyen, que ses cheveux sont grisonnants, qu'il les a récemment fait couper, qu'il utilise de la crème capillaire, peuvent tous être observés par un examen attentif du bas de la doublure. La loupe révèle un grand nombre de cheveux coupés nets par les ciseaux du barbier. Ils s'avèrent tous collants et une odeur de crème capillaire est perceptible. Cette poussière, voyez-vous, n'est pas celle grise et sableuse de la rue, mais la poussière brune et pelucheuse d'une maison, ce qui montre qu'il est resté accroché à l'intérieur la plupart du temps, tandis que les marques de moisissure sur l'intérieur sont la preuve que celui qui le portait transpirait très facilement et ne pouvait donc guère être en bonne forme. Mais sa femme, vous avez dit qu'elle avait cessé de l'aimer. Ce chapeau n'a pas été brossé depuis des semaines. Quand je vous verrai, mon cher Watson, avec une semaine de poussière accumulée sur votre chapeau, et que votre femme vous autorisera à sortir dans un tel état, j'aurais peur que cela signifie que vous aussi ayez été assez malchanceux pour perdre l'affection de votre femme. Mais il est peut-être célibataire. Non, il ramenait l'oie chez lui en guise de gage de paix auprès de sa femme. Souvenez-vous de la carte à la patte de la volaille. Vous avez réponse à tout, mais comment diable avez-vous déduit que le gaz n'était pas installé dans la maison? Une trace de suif, ou même 2, peuvent survenir par hasard, mais quand j'en découvre pas moins de 5,
Je pense qu'il ne peut guère y avoir de doute sur le fait que l'individu se trouve fréquemment en contact avec du suif qui brûle. Probablement monte-t-il les escaliers la nuit avec son chapeau dans une main et une bougie qui coule dans l'autre. De toute façon, il n'est pas taché de suif avec une émanation de gaz. Êtes-vous satisfait ? Eh bien, c'est très ingénieux, dis-je en riant. Mais puisque, comme vous venez de le dire, aucun crime n'a été commis et aucun mal causé en dehors de la perte du noix, tout ceci semble plutôt être un gaspillage d'énergie. Sherlock Holmes avait ouvert la bouche pour répondre, quand la porte s'ouvrit d'un coup et que Peterson déboula dans la pièce avec les joues empourprées et l'expression d'un homme saisi de stupeur. « Loi, monsieur Holmes, loi, monsieur, dit-il haletant. Et qu'est-ce qu'elle a donc ? Est-elle revenue à la vie pour s'envoler d'un battement d'aile par la fenêtre de la cuisine ?» Holmes se tourna sur le canapé pour mieux voir le visage tout excité de l'homme. « Regardez, monsieur, regardez ce que ma femme a trouvé dans son jabot. » Il étendit le bras et ouvrit la main, découvrant au centre de la paume une pierre bleue qui scintillait vivement, un peu plus petite qu'un haricot, mais d'une pureté et d'un éclat tel qu'elle brillait comme une ampoule électrique dans le sombre creux formé par sa main. Sherlock Holmes s'assit en sifflant. « Bon Dieu, Peterson, c'est un véritable trésor, dit-il. Je suppose que vous savez ce que vous avez là. »« Un diamant, monsieur, une pierre précieuse. Ça coupe le verre comme si c'était du mastic. »« C'est plus qu'une pierre précieuse, c'est la pierre précieuse. »« Pas l'escarboucle bleu de la comtesse de Morcar, éructai-je. »« Précisément. Je connais sa taille et sa forme, car récemment j'ai lu chaque jour l'annonce publiée à son sujet dans le Times. Elle est absolument unique et sa valeur ne peut être que conjecturée, mais la récompense de 1000 livres offertes ne constitue certainement pas un 20e de sa valeur sur le marché. »« 1 millier de livres, doux seigneur !» Le commissionnaire s'effondra dans un fauteuil et nous dévisagea l'un après l'autre. C'est le montant de la récompense, et j'ai des raisons de croire qu'il y a en arrière-plan des considérations sentimentales qui inciteraient la comtesse à donner la moitié de sa fortune si elle pouvait retrouver le joyau. Il avait été perdu, si je me souviens bien, à l'hôtel Cosmopolitan, observai-je. Exactement, le 22 décembre, il y a tout juste 5 jours. John Horner, un plombier, fut accusé de l'avoir soustrait de la boîte à bijoux de la dame. Les présomptions contre lui étaient si fortes que le cas a été renvoyé devant les assises. J'ai ici quelques comptes rendus de l'affaire, je crois. Il fouilla dans ses journaux, jetant un coup d'œil aux dates, jusqu'à ce qu'il finisse par en défroisser un qu'il plia en deux et dont il lut le paragraphe suivant. Vol de bijoux à l'hôtel Cosmopolitan. John Horner, 26 ans, plombier, a été arrêté, accusé d'avoir, le 22 courant, soustrait de la boîte à bijoux de la comtesse de Morcar le précieux joyau qu'on appelle l'escarboucle bleu. James Ryder, chef du personnel de l'hôtel, a témoigné avoir indiqué à Horner l'emplacement du dressing de la dame le jour du vol, afin qu'il soude le second barreau de la grille de la cheminée, qui était branlant. Il était resté quelque temps en compagnie de Horner avant d'être finalement appelé ailleurs. À son retour, il s'aperçut que Horner avait disparu, que le secrétaire avait été forcé, et que le petit coffret en cuir dans lequel, comme nous l'apprîmes plus tard, la comtesse avait coutume de ranger son bijou, gisait vide sur la coiffeuse. Ryder donna instantanément l'alarme et Horner fut arrêté le soir même, mais la pierre resta introuvable, que ce soit sur lui ou dans son appartement. Catherine Cusack, la servante de la comtesse, a affirmé avoir entendu le cri de désarroi de Ryder lorsqu'il a découvert le vol, puis est entrée précipitamment dans la pièce, où elle trouva les choses telles que les a décrites le précédent témoin. L'inspecteur Bradstreet, division B, a apporté son témoignage au sujet de l'arrestation de Horner, qui s'est débattu comme un forcené et a protesté de son innocence dans les termes les plus vifs. Une précédente condamnation du prévenu pour vol ayant été révélée, le magistrat refusa de traiter l'affaire comme un simple délit et il le déféra devant les assises. Horner, qui avait montré des signes d'une émotion intense pendant les délibérations, se trouva mal lors du jugement et fut transporté hors du tribunal. Tant pis pour le tribunal, dit pensivement Holmes en jetant le journal de côté. Le problème qu'il nous faut maintenant résoudre, c'est de reconstituer l'enchaînement de circonstances qui conduit d'un coffret à bijoux dévalisé jusqu'au jabot du noix sur Tottenham Court Road. Vous voyez, Watson, nos petites déductions ont soudain pris un aspect beaucoup plus grave et moins innocent. Voici la pierre, elle est issue de l'oie, et l'oie est venue de M. Henry Baker, le monsieur avec le vieux chapeau et toutes les autres caractéristiques avec lesquelles je vous ai ennuyé. À présent, nous devons donc nous mettre très activement en quête de ce monsieur et déterminer quel rôle il a joué dans ce petit mystère. À cette fin, il nous faut essayer les moyens les plus simples, et cela consiste sans nul doute à passer une annonce dans tous les journaux qui paraissent le soir. En cas d'échec, j'aurai recours à d'autres méthodes. Qu'allez-vous écrire ?
Donnez-moi un crayon et ce morceau de papier. Maintenant voyons. Trouvez à l'angle de Gooch Street une noix et un chapeau melon noir. Monsieur Henry Baker peut les récupérer en se présentant ce soir à 6h30 au 221B Baker Street. Voilà qui est clair et concis. Très. Mais en prendra-t-il connaissance ? Oh, il jettera certainement un coup d'œil aux journaux, car pour un homme pauvre, la perte est d'importance. Il est évident qu'il a tellement été effrayé par sa mauvaise fortune en cassant la vitrine et par l'arrivée de Peterson qu'il n'a pensé à rien d'autre que la fuite. Mais depuis lors, il a dû amèrement regretter le réflexe qui l'a poussé à lâcher son volatile. De plus, la mention de son nom va faire en sorte qu'il la voie, car tous ceux qui le connaissent attireront son attention là-dessus. Tenez, Peterson, courez à l'agence de publicité et faites publier ceci dans les journaux du soir. Dans lesquels, monsieur ? Oh, dans le Globe, le Star, le Pall Mall, le St. James, l'Evening News, le Standard, l'Echo, et tous ceux qui vous viendront à l'esprit. Très bien, monsieur, et la pierre ? Ah oui, je garde la pierre, merci. Ah, au fait, Peterson, achetez une oie sur le chemin du retour et laissez-la moi, car il nous en faudra une à donner à ce monsieur à la place de celle que votre famille est actuellement en train de dévorer. Quand le commissionnaire fut parti, Holmes prit la pierre et la présenta devant la lumière. « Quelle jolie chose, dit-il. Regardez comme elle brille et étincelle. Certes, elle est le noyau, le foyer d'un crime, comme toute belle pierre. Ce sont les appâts favoris du diable. Dans les joyaux les plus gros et les plus anciens, chaque facette peut symboliser un crime de sang. Cette pierre n'a pas encore 20 ans. Elle fut trouvée sur les rives de la rivière Amoy dans le sud de la Chine, et elle est remarquable pour ce qu'elle offre toutes les caractéristiques de l'escarboucle, à part qu'elle est bleue au lieu d'être rouge rubis. En dépit de son jeune âge, elle a déjà une histoire sinistre. 2 meurtres, un jet de vitriol, un suicide et plusieurs vols ont été commis pour l'amour de ces 2,5 grammes de charbon cristallisé. Qui croirait qu'un joujou aussi ravissant puisse être un pourvoyeur des potences et des prisons ? Je vais maintenant l'enfermer dans mon coffre et envoyer à la comtesse un petit mot pour lui dire que nous la détenons. Pensez-vous que ce Horner est innocent ? Je ne sais pas encore. Bon, alors pensez-vous que cet autre, Henry Baker, a quelque chose à voir avec l'affaire ? Il est, je pense, nettement plus probable que Henry Baker soit un homme absolument innocent, qui n'avait pas la moindre idée que le volatile qu'il transportait avait une valeur beaucoup plus grande que s'il était en or massif. Cela néanmoins, je l'établirai par un moyen très simple si nous obtenons une réponse à notre annonce. Et vous ne pouvez rien faire d'ici là ? Rien. Dans ce cas, je vais continuer ma tournée médicale, mais je serai de retour ce soir à l'heure que vous avez mentionnée, car j'aimerais assister à la conclusion de ce problème inextricable. Je serai heureux de vous voir, je dîne à 7h. Il y a de la bécasse, je crois. À propos, au vu des événements récents, peut-être devrais-je demander à Madame Hudson d'examiner son jabot. J'avais été retardé par un patient, et il était donc un peu plus de 6h30 lorsque je me retrouvais de nouveau Baker Street. En approchant de la maison, j'aperçus un homme de haute taille portant un béret écossais, vêtu d'un manteau boutonné jusqu'au menton, qui attendait au dehors dans le brillant demi-cercle de lumière qui filtrait à travers l'imposte. Au moment même où j'arrivais, la porte s'ouvrit et on nous fit monter ensemble à l'appartement de Holmes. « Monsieur Henry Baker, je présume, » dit-il en se levant de son fauteuil et en saluant son visiteur avec cette franche cordialité dont il savait si bien faire preuve. « Je vous en prie, monsieur Baker, prenez place sur ce siège auprès du feu. La nuit est froide et je constate que votre circulation sanguine est plus adaptée à l'été qu'à l'hiver. Ah, Watson, vous arrivez pile au bon moment. Est-ce votre chapeau, monsieur Baker ? Oui, monsieur, c'est indiscutablement mon chapeau. » C'était un homme corpulent avec les épaules tombantes, une tête énorme et un large visage intelligent terminé par une barbe en pointe d'un brun grisonnant. Une touche de rouge sur le nez et les joues, ainsi qu'un léger tremblement de sa main tendue confirmait l'hypothèse de Holmes concernant son intempérance. Sa redingote noire avec des nuances brun-roux était boutonnée jusqu'en haut sur le devant, le col relevé et ses poignets grêles dépassaient de ses manches sans laisser voir de manchette ou une chemise. Il parlait d'une manière sourde et saccadée, choisissant ses mots avec soin, et donnait globalement l'impression d'être un homme lettré et cultivé à qui la bonne fortune avait joué des tours. « Nous avons gardé ces affaires quelques jours, dit Holmes, car nous nous attendions à voir une annonce de votre part indiquant votre adresse. Je suis bien incapable de comprendre pourquoi vous n'en avez pas fait passer une. » Notre visiteur se mit à rire de manière un peu gênée. « L'argent se fait pour moi plus rare que jadis, observa-t-il. J'étais certain que la bande de voyous qui m'a agressé avait emporté mon chapeau et l'oie. Je n'ai pas cru utile de dépenser plus d'argent dans de vaines démarches pour tenter de les récupérer. »
C'est tout naturel. À propos, Loi, nous avons été obligés de la manger. De la manger? Dans son excitation, notre visiteur se dressa à moitié sur son siège. Oui, personne n'en aurait plus eu l'emploi si nous ne l'avions pas fait. Mais je suppose que l'oie que voici sur le buffet, qui est à peu près du même poids et qui est tout à fait fraîche, conviendra tout aussi bien à votre projet. Oh, certainement, certainement, répondit M. Baker avec un soupir de soulagement. Bien entendu, nous avons gardé les plumes, les pattes, le jabot et tout le reste de votre oiseau. Et si vous désirez... L'homme éclata d'un rire franc. Il me servirait peut-être en tant que relique de mon aventure, dit-il. Mais à part ça, je ne vois vraiment pas ce que les 10 jecta membra de mon ancien ami peuvent m'apporter. Non, monsieur, je pense, avec votre permission, que je vais concentrer mon attention sur le superbe volatile que j'aperçois sur le buffet. Sherlock Holmes lança un regard acéré dans ma direction avec un léger haussement d'épaule. Voici votre chapeau alors, et voilà votre oiseau, dit-il. J'y pense. Est-ce que cela vous ennuierait de me dire où vous l'avez trouvé, l'autre? Je suis plutôt amateur de volailles, et j'ai rarement vu une oie mieux gavée. Bien sûr, monsieur, dit Baker, qui s'était levé et avait placé sous son bras le bien nouvellement acquis. Nous sommes quelques-uns à fréquenter la taverne Alpha, près du muséum. On nous trouve au muséum toute la journée, vous comprenez? Cette année, notre brave tenancier, du nom de Windygate, a créé un club d'amateurs d'oies, et pour quelques pence par semaine, chacun de nous reçoit une oie pour Noël. J'avais régulièrement payé ma contribution, et le reste vous est déjà connu. Je vous suis infiniment reconnaissant, car ce béret écossais ne sied ni à mon âge ni à mon sérieux. Avec une emphase assez comique, il s'inclina avec solennité devant nous et s'en alla à grandes enjambées. « Et voilà pour M. Henry Baker, dit Holmes quand il eut fermé la porte derrière lui. Il est à peu près certain qu'il ignore tout de l'affaire. Avez-vous faim, Watson? Pas particulièrement. Je suggère alors que nous transformions notre dîner en souper et que nous suivions cette piste tant qu'elle est chaude. Tout à fait. La nuit était glaciale et nous enfilâmes de gros par-dessus et enroulâmes une écharpe autour de notre cou. Dehors, les étoiles brillaient froidement dans le ciel sans nuages, et la buée qui sortait de la bouche des passants se changeait en fumée, comme autant de coups de pistolet. Nos pas résonnaient sèchement à travers le quartier des médecins, Wimpole Street, Harley Street, puis Wigmore Street et Oxford Street. En un quart d'heure, nous nous trouvâmes dans Bloomsbury, devant la taverne Alpha, un petit débit de boissons à l'angle de l'une des rues qui descend vers le Holborn. Holmes poussa la porte du bar et commanda 2 chopes de bière au patron, un homme au visage rougeau portant un tablier blanc. « Votre bière doit être excellente, si elle est aussi bonne que vos oies, dit-il. »« Mes oies ?» L'homme semblait étonné. « Oui, je parlais il y a encore une demi-heure avec M. Henry Baker, un membre de votre club d'amateurs d'oies. »« Ah oui, je vois, monsieur, mais ce ne sont pas mes oies. »« Tiens, à qui sont-elles alors ? C'est-à-dire que j'en ai eu 2 douzaines par un marchand de Covent Garden. »« Vraiment ? J'en connais quelques-uns. Lequel était-ce ? » Son nom est Breckinridge. Ah, je ne le connais pas. Bon, à votre santé, patron, et à la prospérité de votre établissement. Bonne nuit. Et maintenant, allons trouver ce monsieur Breckinridge, reprit-il en boutonnant son manteau jusqu'en haut, alors que nous sortions dans le froid glacial. Souvenez-vous, Watson, que si nous avons à un bout de la chaîne une chose aussi banale qu'une oie, à l'autre il y a un homme qui risque 7 ans de travaux forcés, à moins que nous n'établissions son innocence. Il est possible que notre enquête ne fasse que confirmer cette culpabilité, mais de toute façon nous avons une piste de recherche que la police n'a pas découverte et qu'une chance singulière a placée entre nos mains. Suivons-la jusqu'au bout, en route donc pour le sud et en avant-marche. Nous traversâmes Holborn, Endell Street, puis tout un dédale de taudis jusqu'au marché de Covent Garden. L'un des plus grands éventaires portait le nom de Breckinridge, et le propriétaire, un type à l'air chevalin avec un visage anguleux et des favoris bien taillés, aidait un jeune garçon à fermer la boutique. « Bonsoir, la nuit est froide, dit Holmes. Le marchand hocha la tête et lança un regard interrogateur à mon ami. « Plus d'eau à vendre, à ce que je vois, poursuivit Holmes en désignant des étals en marbre vide. Je peux vous en avoir 500 pour demain matin. Ça ne m'intéresse pas. J'en ai quelques-unes qui sont en train de rôtir à la flamme du gaz. Oh, j'oubliais, on m'a recommandé à vous. Qui ça? Le patron de l'Alpha. Ah oui, je lui en ai envoyé 2 douzaines. C'étaient de bien jolies oies. Et où les aviez-vous eues? À mon grand étonnement, le marchand à cette question se mit en colère. Alors écoutez, monsieur, dit-il, la tête inclinée et les poings sur les hanches. Où voulez-vous en venir? Soyez direct maintenant. C'est suffisamment direct. J'aimerais savoir qui vous a vendu les oies que vous avez fournies à l'Alpha. Eh bien, je ne vous le dirai pas. Assez maintenant.
Oh, ce n'est pas très important, mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes aussi sensible à propos d'une telle bagatelle. Sensible? Vous seriez tout aussi sensible, peut-être bien, si vous étiez harcelé comme je le suis. Quand je paye un bon article argent comptant, j'estime que l'affaire est terminée. Mais ce ne sont que des « où sont les oies ?» et « à qui les avez-vous vendus ?» et « combien prenez-vous pour les oies ?» On croirait que ce sont les seules oies dans le monde, quand on entend le tapage qu'on fait autour d'elles. Mais je n'ai aucun rapport avec ceux qui ont posé ces questions, dit Holmes négligemment. Si vous ne voulez pas nous le dire, il n'y a plus de pari, c'est tout. Je suis toujours prêt à parier lorsqu'il s'agit de volailles, et j'ai mis un billet de 5 que le volatile que j'ai mangé a été engraissé à la campagne. Eh bien, dans ce cas, vous avez perdu vos 5 livres, car elle a été engraissée en ville, rétorqua le marchand. Ce n'est pas le cas. Je vous dis que si. Je ne le crois pas. Vous pensez que vous en savez plus sur la volaille que moi, qui les manipule depuis que je suis gosse? Je vous le dis, toutes les oies livrées à l'alpha avaient été engraissées en ville. Vous ne me ferez jamais croire cela. Vous pariez alors? Ce serait vous voler votre argent, car je sais bien que j'ai raison, mais je parie un souverain avec vous, juste pour vous apprendre à ne pas être têtu. Le marchand émit un petit rire amusé. « Bill, trouve-moi les livres de compte, dit-il. » Le jeune garçon apporta un petit registre mince et un autre très grand, dont la couverture était tachée de graisse, et les posa tous deux sous la lampe suspendue. « Voyons maintenant, monsieur, je sais tout, dit le marchand. Je croyais être à court, mais avant que j'en ai terminé, vous allez vous apercevoir qu'il reste une oie dans ma boutique. Vous voyez ce petit livre? Et alors? C'est la liste des gens à qui j'achète. Vous voyez? Bon, eh bien ici, sur cette page, vous avez les fournisseurs à la campagne. Les chiffres à la suite de leur nom indiquent où se trouve leur compte dans le gros registre. Voyons maintenant, vous voyez cette autre page à l'encre rouge? C'est la liste des fournisseurs de la ville. Maintenant, regardez ce troisième nom. Lisez-le-moi. Madame Oakshott, 117 Brixton Road, 249, rue Holmes. Exactement. Maintenant reportez-vous au gros registre. Holmes se rendit à la page indiquée. Voici. Madame Oakshott, 117 Brixton Road, fournisseur d'œufs et de volailles. Et maintenant, quelle est la dernière mention? 22 décembre, 24 oies à 7 shillings et demi. Exactement. Voilà. Et au-dessous, vendu à M. Windigate de l'Alpha à 12 shillings. Alors, qu'avez-vous à dire? Sherlock Holmes avait l'air profondément chagriné. Il tira un souverain de sa poche et le jeta sur l'étal, et il se détourna avec la mine de celui dont le dégoût va au-delà des mots. Quelques mètres plus loin, il s'arrêta sous un lampadaire et se mit à rire de cette manière franche et silencieuse qui lui était propre. Quand vous voyez un homme avec des favoris taillés comme cela et le journal de turf qui dépasse de sa poche, il est toujours possible de l'attirer avec un pari, dit-il. Je crois que si j'avais posé 100 livres devant lui, cet homme ne m'aurait pas donné des informations aussi complètes que celles que j'ai récoltées grâce à l'idée qu'il remporterait son pari. Voilà, Watson, je crois que nous approchons du terme de notre enquête, et le seul point qui reste à déterminer, c'est de savoir si nous irons voir cette Madame Oakshott ce soir, ou si nous garderons cela pour demain. Il est évident, d'après ce que nous a dit cet individu acariâtre, que d'autres gens s'intéressent à l'affaire, et je devrais... Ces mots se perdirent soudain dans un brouhaha qui provenait de l'étal que nous venions de quitter. En nous retournant, nous aperçûmes un petit individu à face de rat se tenant dans le cercle de lumière de la lampe qui se balançait, tandis que Breckinridge, le marchand, planté dans l'encadrement de la porte, agitait violemment les poings en direction de la silhouette servile. « J'en ai assez de vous et de vos oies, cria-t-il. Allez donc tous au diable. Si vous venez encore me harceler avec vos idioties, je lâche le chien. Amenez Madame Oakshott ici et je lui répondrai. Mais vous, en quoi ça vous concerne? Est-ce à vous que j'ai acheté ces oies? Non, mais l'une d'elles était quand même la mienne, gémit le petit homme. Bon, alors voyez avec Madame Oakshott. Elle m'a dit de m'adresser à vous. Eh bien, alors demandez au roi de Prusse pour ce que j'en ai à faire, j'en ai assez, sortez d'ici. Il se précipita comme une furie, et le curieux s'envola dans l'obscurité. Ah, ceci nous a peut-être épargné une visite à Brixton Road, murmura Holmes. Venez avec moi, nous allons voir ce que nous pouvons tirer de ce type-là. Se hâtant entre les grappes de gens qui flânaient autour des étals illuminés, mon compagnon rattrapa rapidement le petit homme et lui tapa sur l'épaule. Celui-ci se retourna vivement et je pus voir dans la lumière du bec de gaz que toute couleur avait déserté son visage. « Qui êtes-vous donc? Qu'est-ce que vous voulez » demanda-t-il d'une voix chevrotante. « Vous m'excuserez, dit calmement Holmes, mais je n'ai pu m'empêcher d'entendre les questions que vous venez de poser au marchand. Je crois pouvoir vous aider. »« Vous? Qui êtes-vous? Comment pouvez-vous savoir quoi que ce soit de l'affaire? »« Mon nom est Sherlock Holmes. C'est mon travail de savoir ce que les autres ignorent. »« Mais vous ne pouvez pas être au courant. »
Pardon, je sais tout. Vous êtes en train de pister des oies qui ont été vendues par Madame Hawkshot de Brixton Road à un marchand nommé Monsieur Breckinridge, puis par lui à Monsieur Windigate de l'Alpha, et ensuite par celui-ci à son club, dont un membre est Monsieur Henry Baker. Oh, monsieur, vous êtes exactement l'homme que je cherchais à rencontrer, s'exclama le petit homme, les mains tendues et les doigts tremblants. Si vous saviez à quel point cette affaire m'intéresse. Sherlock Holmes alla à une voiture à 4 roues qui passait. Dans ce cas, il vaudrait mieux en discuter dans un endroit confortable plutôt que dans ce marché battu par le vent, dit-il. Mais dites-moi, je vous en prie, avant que nous n'allions plus loin, à qui j'ai le plaisir de prêter assistance. L'homme hésita un instant. Mon nom est John Robinson, répondit-il en jetant un regard en coin. Non, non, le vrai nom, dit doucement Holmes. Il est toujours délicat d'être en affaire avec un pseudonyme. Les joues pâles de l'inconnu se colorèrent d'un coup. Bon, dans ce cas, dit-il, mon véritable nom est James Ryder. Exactement, chef du personnel à l'hôtel Cosmopolitan. Je vous prie de monter dans le fiacre et je pourrai bientôt vous dire tout ce que vous souhaitez savoir. Le petit homme demeura à nous regarder l'un après l'autre, partagé entre l'effroi et l'espoir, comme quelqu'un qui ne sait pas s'il est à 2 doigts d'une bonne surprise ou d'une catastrophe. Puis il monta dans le fiacre et une demi-heure plus tard nous étions de retour dans le salon de Baker Street. Aucune parole ne fut prononcée durant le trajet, mais le souffle court et sonore de notre nouvelle connaissance, ainsi que ses mains qui se serraient et se desserraient, trahissaient la tension intérieure qui l'agitait. « Nous y voilà, dit joyeusement Holmes, tandis que nous entrions l'un après l'autre dans la pièce. Un feu me semble être quelque chose de tout à fait opportun par ce temps. Vous avez l'air gelé, monsieur Ryder. Prenez place dans le fauteuil en osier, je vous prie. Je vais juste enfiler mes pantoufles avant que nous ne réglions notre petit problème. Voilà. Vous voulez donc savoir ce que sont devenues ces oies ? Oui, monsieur. Ou je présume cette oie. C'est à une oie en particulier, je suppose, que vous vous intéressez, blanche avec une barre noire sur la queue. Ryder en trembla d'émotion. Oh, monsieur, s'écria-t-il, pouvez-vous me dire où elle est passée ? Elle est arrivée ici. Ici ? Oui, et elle s'est avérée être un volatile tout à fait remarquable. Je ne suis pas étonné que vous vous y intéressiez. Elle a pondu un œuf après sa mort, le plus joli et le plus brillant œuf bleu que j'ai jamais vu. Je l'ai ici dans mon musée. Notre visiteur bondit sur ses pieds et se cramponna à la cheminée de la main droite. Holmes ouvrit le coffre et présenta l'escarboucle bleu qui scintillait comme une étoile, d'une lueur froide, brillante, rayonnant de toutes ses facettes. Ryder resta debout à regarder, les traits tirés, ne sachant s'il devait la réclamer ou la rejeter. « La partie est terminée, Ryder, » dit Holmes calmement. « Tenez le coup, mon gars, sinon vous allez vous retrouver dans le feu. Donnez-lui le bras pour le reconduire à son siège, Watson. Il n'a pas assez de sang-froid pour commettre un crime impunément. Donnez-lui une rasade de cognac. » Voilà, il retrouve un peu figure humaine. Quelle lavette tout de même. Pendant un instant, il avait chancelé et manqué de tomber, mais le cognac ramena un peu de couleur sur ses joues, et il s'assit en posant sur son accusateur un regard épouvanté. « J'ai presque tous les éléments en main, et toutes les preuves dont je peux avoir besoin, et par conséquent vous aurez peu de choses à m'apprendre. Cependant, il vaudrait mieux que ce peu de choses soit éclairci pour achever l'enquête. Vous aviez entendu parler, Ryder, de cette pierre bleue appartenant à la comtesse de Morcar ? C'est Catherine Cusack qui m'en a parlé, dit-il d'une voix cassée. Je vois, la demoiselle de compagnie de son Altesse. Et la tentation d'une fortune si soudaine et si facilement acquise a été trop forte, comme à d'autres bien supérieurs à vous. Mais vous n'avez pas eu trop de scrupules quant aux moyens. Il me semble, Ryder, que vous avez l'étoffe d'une jolie petite canaille. Vous saviez que cet homme, le plombier Horner, avait déjà été mêlé à une affaire analogue par le passé, et que les soupçons se porteraient plus facilement sur lui. Alors qu'avez-vous donc fait ? Vous avez trafiqué quelque chose dans la chambre de la dame, vous et votre complice Catherine Cusack, et vous vous êtes débrouillé pour que l'on fasse appel à lui. Puis, une fois parti, vous avez dévalisé le coffret à bijoux, donné l'alerte et fait arrêter ce pauvre homme. Puis vous... Ryder se jeta soudainement sur le tapis et agrippa le genou de mon ami. « Pour l'amour de Dieu, ayez pitié, hurla-t-il. Pensez à mon père, à ma mère. Cela leur briserait le cœur. Je n'avais jamais mal agi auparavant, et je ne le ferai plus jamais, je le jure. Oh, ne portez pas l'affaire devant le tribunal. Pour l'amour du Christ, ne faites pas ça. » « Retournez à votre fauteuil, dit Holmes sur un ton sévère. C'est très bien de pleurer et de ramper désormais. Mais vous vous êtes peu soucié de ce pauvre Horner qui est toujours en prison pour un crime dont il ignore tout. Je vais m'enfuir, monsieur Holmes. Je vais quitter le pays, monsieur. Comme cela, l'accusation contre lui s'effondrera. Nous en reparlerons. Et maintenant, racontez-nous fidèlement l'acte suivant.
Comment la pierre est-elle arrivée jusqu'à Loa et comment Loa s'est-elle retrouvée en vente sur le marché? Dites-nous la vérité, car c'est là que réside votre seule chance de salut. » Ryder passa sa langue sur ses lèvres desséchées. « Je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé, monsieur, dit-il. Quand Horner a été arrêté, il m'a semblé qu'il valait mieux disparaître aussitôt avec la pierre, car je savais que la police pouvait avoir l'idée de me fouiller ainsi que ma chambre. Il n'y avait pas dans l'hôtel d'endroit sûr. Je sortis comme si j'allais faire une course, et je me rendis chez ma sœur. Elle a épousé un dénommé Oakshott et habite dans Brixton Road, où elle engraisse des oies qu'elle destine au marché. Tout le long du chemin, je ne croisais que des hommes qui m'avaient l'air d'être des policiers ou des enquêteurs, et bien que la nuit soit froide, j'avais le visage couvert de sueur avant même d'atteindre Brixton Road. Ma sœur me demanda ce que je voulais et pourquoi j'étais si pâle, mais je lui dis que j'étais perturbé par le vol qui avait été commis à l'hôtel. Puis je me rendis dans l'arrière-cour pour fumer une pipe, cherchant la meilleure solution. J'ai un ami du nom de Maudsley qui a mal tourné et qui vient de finir de purger sa peine à Pentonville. Un jour que nous nous étions rencontrés, il se mit à me parler des méthodes des voleurs, comment ils écoulaient les objets dérobés. Je savais qu'il serait loyal envers moi, car je connaissais 2 ou 3 petites choses sur son compte, et je décidai donc d'aller droit à Kilburn où il habite et de le mettre dans la confidence. Il m'apprendrait à convertir la pierre en argent. Mais comment me rendre sans risque chez lui? Je repensais aux souffrances que j'avais endurées pour venir de l'hôtel. Je risquais d'être arrêté et fouillé à tout moment, et on trouverait la pierre dans la poche de mon gilet. J'étais à cet instant appuyé contre le mur, en train de regarder les oies qui se dandinaient autour de moi, et soudain me vint une idée susceptible de mettre en échec le meilleur policier de tous les temps. Ma sœur m'avait annoncé quelques semaines plus tôt que je pourrais avoir la plus belle de ces oies comme cadeau de Noël, et je savais qu'elle tenait toujours parole. Je pouvais prendre mon oie à ce moment-là et l'utiliser pour transporter ma pierre jusqu'à Kilburn. Il y avait un petit appentis dans la cour, derrière lequel j'attirai l'une des oies, une belle bien dodue, blanche avec un trait sur la queue. Je l'attrapai, et maintenant son bec ouvert, je lui fourrai la pierre dans la gorge aussi loin que mon doigt pouvait aller. L'oiseau déglutit et je sentis la pierre passer dans son gosier puis dans son jabot. Mais la créature se mit à agiter les ailes et à se débattre, et ma sœur sortit pour voir ce qui se passait. J'allais me mettre à parler quand la bête se libéra et rejoignit les autres en quelques battements d'ailes. « Mais que faisais-tu avec cet oiseau, Jem ?» me dit-elle. « Eh bien, dis-je, tu m'as dit que tu m'en donnerais une pour Noël, et je regardais laquelle était la plus grasse. »« Oh, dit-elle, nous avons mis la tienne de côté. L'oiseau de Jem qu'on l'appelle. C'est la grosse toute blanche là-bas. Il y en a 26, ce qui en fait une pour toi, une pour nous et 2 douzaines pour le marché. »« Merci, Maggie, lui dis-je, mais si ça revient au même pour toi, je préférerais avoir celle que j'avais entre les mains à l'instant. »« L'autre a presque 2 kilos de plus, dit-elle, et nous l'avons engraissée rien que pour toi. »« C'est pas grave, je vais prendre l'autre, et je vais l'emporter maintenant, dis-je. »« Oh, c'est comme tu veux, dit-elle un peu vexée. Laquelle tu prends alors? La blanche, là, avec le trait sur la queue, juste au milieu du troupeau. Bon, très bien, tu n'as qu'à la tuer et la prendre avec toi. Je fis ce qu'elle m'avait dit, monsieur Holmes, et j'emportai la volaille jusqu'à Kilburn. Je racontai à mon camarade ce que j'avais fait, car c'était quelqu'un à qui on pouvait dire ce genre de choses. Il rit à s'en étouffer, prit un couteau et ouvrit l'oie. Mon cœur s'arrêta lorsque je vis qu'il n'y avait pas de trace de la pierre, et je compris qu'une terrible erreur avait été commise. Je laissai l'oiseau retourner en vitesse chez ma sœur et me précipitai dans l'arrière-cour. Il n'y avait plus une seule oie. « Où sont-elles toutes, Maggie ?» m'écriai-je. « Parties chez le négociant ? Quel négociant ? Breckinridge de Covent Garden. »« Mais y en avait-il une autre avec une barre sur la queue ? Demandai-je, comme celle que j'ai choisie. »« Oui, Jim, il y en avait 2 avec une barre sur la queue. Impossible pour moi de les distinguer. » Bon, j'avais compris et je repartis en courant à toutes jambes trouver ce Breckinridge. Mais il les avait toutes vendues d'un coup et il ne voulut pas me dire un seul mot sur leur destination. Vous l'avez vous-même entendu ce soir. Eh bien, il m'a toujours répondu sur ce ton. Ma sœur croit que je suis en train de devenir fou. Parfois je le crois moi-même. Et maintenant me voilà devenu un voleur patenté, sans même avoir touché la fortune pour laquelle j'ai vendu ma réputation. Dieu aide-moi, Dieu aide-moi. Il se mit à sangloter de manière convulsive, le visage enfoui dans ses mains. Il y eut un long silence, interrompu seulement par sa respiration bruyante et par le bruit des doigts de Sherlock Holmes qui tapotaient en mesure sur le rebord de la table. Alors mon ami se leva et ouvrit la porte. « Sortez, dit-il. »« Comment, monsieur ? Oh, que Dieu vous bénisse !»« Plus un mot, sortez. » Il ne fut plus nécessaire d'en dire plus. Il y eut un bond, un bruit de pas dévalant les marches, une porte qui claquait et une cavalcade provenant de la rue. « Après tout, Watson, dit Holmes en tendant la main pour saisir sa pipe en terre,
Je ne suis pas tenu par la police de suppléer son insuffisance. Si Horner était en danger, ce serait une autre histoire, mais ce type ne témoignera plus contre lui et l'accusation devrait s'effondrer. Je pense que je couvre une félonie, mais il est aussi possible que je sauve une âme. Cet individu ne fera plus jamais de mal. Il est bien trop terrorisé. Envoyez-le en prison maintenant et vous en ferez un gibier de potence pour la vie. De plus, c'est la bonne saison du pardon. Le hasard a placé sur notre route ce problème en tout point étrange et singulier, et sa résolution est notre seule récompense. Si vous aviez la bonté de tirer sur la sonnette, docteur, nous pourrions entamer une autre investigation dans laquelle une volaille sera également le principal élément.